David Hallyday. Brise le silence à 58 ans. Je suis amoureux d'Antoine. Une confession bouleversante qui secoue la France. C'est un aveu qui, en quelques heures, a fait exploser les compteurs sur les réseaux sociaux et réveiller des décennies de non-dits dans l'univers feutré du show business français. Ce lundi matin, dans un entretien exclusif accordé à une grande chaîne de télévision. David Hallyday, 58 ans, fils de deux icônes nationales, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, a prononcé d'une voix calme mais ferme les mots que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, mais que peu osaient ainsi dire à haute voix. Je suis amoureux d'Antoine. Et oui, je suis un homme gay. Pendant des années, David a cultivé l'image d'un homme réservé, presque insaisissable. Derrière ses lunettes noires et ses refrains mélancoliques, se cachait un monde intérieur que seuls quelques rares intimes avaient réellement effleuré. Une vie d'ombres et de projecteurs, marquée par l'héritage écrasant d'un père légendaire, les drames familiaux, les silences étouffants. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de se taire. À l'heure où tant d'artistes revendiquent la liberté d'être, David Hallyday rejoint le rang des voix courageuses qui refusent de vivre dans le mensonge. Et s'il a choisi ce moment précis pour se dévoiler, c'est parce que Antoine, l'homme qui partage sa vie depuis plusieurs années dans la discrétion la plus totale, lui en a donné la force. Il était mon équilibre, mon port d'attache, celui qui m'a appris à respirer à nouveau, confie-t-il, les yeux embués d'émotion. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre sur la scène médiatique française. Les fans, d'abord stupéfaits, ont inondé les réseaux de messages de soutien. Certains se disent bouleversés, d'autres admiratifs. Car au-delà de la révélation intime, c'est bien la manière dont elle a été livrée qui force le respect. Sans pathos, sans mise en scène, mais avec une honnêteté brute, désarmante. Dans une société encore profondément marquée par les jugements hâtifs et les stéréotypes, le coming out d'une figure publique de la trempe de David Hallyday n'est pas un simple fait divers. C'est un acte politique, un cri de liberté qui résonne bien au-delà des frontières de la vie privée. Derrière cette confession, il y a aussi une histoire d'amour. Et quelle histoire! Antoine, 46 ans, discret photographe d'origine provençale, aurait rencontré David lors d'un vernissage à Arles. Le courant passe immédiatement, mais les débuts sont prudents. J'étais terrifié à l'idée d'être heureux, confie David. J'ai mis du temps à comprendre que je n'avais pas à me cacher. Antoine m'a appris la simplicité du bonheur. Des week-ends en Camargue, des balades loin des paparazzis, des moments de grâce suspendus hors du temps. Un amour profond, mûri loin des feux de la rampe. Mais cette révélation n'est pas sans conséquences. Dans les coulisses de certaines rédactions, les plumes les plus conservatrices s'aiguisent déjà. Quelques chroniqueurs télé évoquent une stratégie médiatique ou un coup de buzz désespéré pour relancer une carrière musicale jugée en perte de vitesse. D'autres, plus insidieuses encore, pointent du doigt une trahison envers son image publique d'époux et de père. David, lui, balaie ces insinuations d'un revers de main. J'ai été marié, j'ai eu des enfants. Ce n'était pas un mensonge, c'était ma vérité d'alors. Aujourd'hui, j'écris un nouveau chapitre, plus sincère, plus libre. Et c'est là que réside toute la puissance de cette annonce. Car elle parle à chacun d'entre nous. À ceux qui se cherchent, à ceux qui aiment en silence, à ceux qui n'osent pas encore être eux-mêmes. À travers sa voix, David Hallyday devient, peut-être malgré lui, le symbole d'une génération qui refuse d'avoir honte. Un homme qui, après une vie de demi-teinte, choisit enfin la pleine lumière. Ce coming out, loin d'être un épiphénomène, pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont la société française regarde encore les identités LGBTQ+. Car lorsqu'un nom aussi lourd que Hallyday s'associe à la cause de la vérité et de l'amour, cela ébranle les certitudes, cela oblige à réfléchir, cela fait tomber les masques. Dans la dernière partie de l'entretien,
David conclut avec une sérénité touchante. « J'ai 58 ans et je me sens enfin en paix avec moi-même. Je ne veux plus me cacher. Aimer, c'est vivre. Et Antoine, c'est ma vie. » Des mots simples, puissants. Un bouleversement, certes, mais aussi une délivrance. Et peut-être, au fond, une leçon pour nous tous. Il n'est jamais trop tard pour choisir la vérité. David Hallyday, un nom, un héritage et une quête d'identité au goût d'ombre et de lumière. Il s'appelle David Michael Benjamin Smet, mais pour la France entière et pour la mémoire collective, il sera toujours David Hallyday. Un patronyme trop lourd, trop brillant, ou peut-être tout simplement trop chargé d'écho pour qu'un homme puisse s'y mouvoir librement. Car quand on est le fils de Johnny Hallyday, monstre sacré du rock hexagonal, et de Sylvie Vartan, icône pop à la grâce irréprochable, exister devient une entreprise périlleuse. Né un 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, David n'a pas choisi d'être une célébrité. Il est né célèbre, projeté sans anesthésie dans le tourbillon d'un couple mythique, adulé, traqué. Les photographes, les studios, les micros, tout cela fait partie de son décor dès les premiers jours. Mais ce que peu ont vu, c'est la solitude d'un garçon qui, dans l'ombre des projecteurs, cherche sa propre lumière. Son enfance est marquée par le bruit et le rythme. Celui des concerts, des disputes conjugales, des départs et des retours. Lorsque ses parents divorcent en 1980, David n'a que 14 ans. Il fuit alors avec sa mère à Los Angeles, loin des tumultes parisiens, mais pas loin de la douleur d'un père absent. C'est là, dans cette Amérique des excès et des contrastes, qu'il commence à s'inventer une voix. Le jeune garçon apprend seul, avec rage et passion. Batterie, guitare, piano, il absorbe les sons comme d'autres avalent des silences. Il rejette les écoles, les méthodes, les carcans. « Je voulais que ma musique soit vraie, pas apprise », confiera-t-il plus tard à Paris Match. Mais peut-on jamais échapper aux modèles familiaux, surtout quand ceux-ci s'appellent Johnny et Sylvie? À 13 ans, il monte pour la première fois sur scène au Pavillon de Paris, jouant de la batterie aux côtés de son père. La foule est en délire, mais David, lui, vacille intérieurement. « J'ai l'impression d'appartenir à la scène, mais j'ai aussi peur de la comparaison. » Cette phrase, glissée un jour dans les colonnes de Gala, dit tout. Son parcours sera toujours double, avancer et se détacher. En 1984, encouragé par Tony Scotti, son beau-père et mentor, David entre dans la cour des grands. Mais pas en France. Il commence par les États-Unis, là où il peut un peu échapper à la lignée. Son premier album, True Cool, sort en 1988. C'est un succès modeste, mais un tremplin solide. Très vite, la France le redécouvre sous un autre jour. Plus mature, plus autonome, moins fils de... Puis vient « Tu ne m'as pas laissé le temps ?» En 1999, une chanson qui bouleverse tout. Un cri retenu, une douleur dite avec pudeur, un message au père absent mais vénéré. Le public ne s'y trompe pas. Derrière les mots sobres, il y a une tragédie intime. Celle d'un fils qui, toute sa vie, a couru après le regard de son géniteur. Le morceau devient disque de platine, et David, définitivement, devient artiste. Mais dans les coulisses, l'homme doute. Sa vie amoureuse en témoigne. 2 mariages, 2 mondes. Avec Monestel. Le Fébure, mannequin star des années 90, David semble former un couple de rêve. De leur union naissent 2 filles, Ilona et Emma. L'image est parfaite, jusqu'à l'éclatement. En 2001, c'est la rupture. Douce en apparence, mais criblée de blessures. Il faut attendre 2004 pour voir David retrouver un semblant d'ancrage affectif. Il épouse
Alexandra Pastor. Héritière monégasque discrète, loin du tumulte médiatique. Ensemble, ils ont un fils, Cameron. Et pour la première fois, David semble respirer hors du vacarme. Pourtant, même là, les fantômes rôdent. À la mort de Johnny, en décembre 2017, tout bascule. Le monde découvre un conflit d'héritage d'une rare violence. David, avec sa demi-sœur Laura Smith, conteste le testament rédigé au bénéfice de Laetitia Hallyday. Soudain, ce fils sage devient une figure de résistance. Il réclame non pas de l'argent, mais une reconnaissance, celle d'un fils, d'un sang, d'un héritier moral. Ce combat, c'est pour que mon père ne meure pas 2 fois, lâche-t-il, amer. Dans cette guerre familiale, chacun prend position. Et David, malgré lui, redevient un symbole. Celui d'un fils légitime écrasé par l'ombre paternelle. Mais au fond, est-ce cela qu'il voulait? Ou juste qu'on l'écoute, enfin, pour ce qu'il est? Car David Hallyday, derrière les apparences, est un homme de silence. Il fuit les plateaux télé. Il parle peu, mais il écrit. Sa musique est son exutoire. Chaque album, chaque note, chaque mot semble être un pas de plus vers l'émancipation. Aujourd'hui, il a 58 ans. Et ce n'est qu'à cet âge qu'il commence peut-être à se réconcilier avec lui-même. Loin des scandales, des éclats, il poursuit une carrière sobre mais cohérente. Il chante, il compose, il vit. Son lien avec ses enfants est fort, discret mais solide. Il observe aussi le parcours d'Inès, Emma Smith, comédienne montante, avec tendresse et fierté. Le cycle continue, mais cette fois sans bruit. Dans cette histoire à plusieurs voix, une chose reste certaine. David Hallyday n'a jamais cessé de chercher à exister par lui-même. Et peut-être est-ce cela la plus belle des victoires. Non pas avoir éclipsé Johnny ou Sylvie, mais avoir trouvé sa propre fréquence, quelque part entre les battements d'un cœur blessé et les harmonies d'un homme enfin libre. Il y a des parcours qui défient les lois de l'héritage, des destins qui, même nés dans la lumière, doivent s'y frayer un chemin à la force du doute, de la douleur et de la volonté. Celui de David Hallyday en est un. Il aurait pu se contenter d'un nom. Il a préféré se construire une voie. C'est un défi presque anodin qui, pourtant, allait marquer un tournant majeur. Scotty, son mentor de l'époque, lui demande un jour « Apprends à jouer, Johnny B. Good ». Un classique, certes, mais derrière ce morceau, il y a une épreuve de légitimité. Johnny Hallyday n'était pas seulement son père, il était un mythe vivant. Et ce jour-là, en acceptant ce défi, David se confronte à l'ombre tutélaire. Plus tard, il confiera « C'est à ce moment-là que j'ai su que je pouvais le faire. » 1985. Tandis que d'autres rêvent d'une ascension rapide en s'appuyant sur la renommée familiale, lui choisit l'exil, artistique et géographique. Il part au Japon, loin du vacarme médiatique parisien, et sort « Tonight Your Mind ». Un titre expérimental, audacieux, sans filet. Personne ne l'attendait là-bas. Et pourtant, ce premier pas loin des sentiers battus allait ouvrir la voie à True Cool, son premier album solo en 1988. Certifié disque d'or en France, vendu à 900 000 exemplaires dans le monde, ce projet révèle au public un artiste à la croisée du rock, de la pop et d'un héritage musical assumé. Mais c'est High, l'un des morceaux phares de cet album, qui le projette dans une autre dimension. Une chanson qui le révèle au-delà des frontières. À Téléjour, s'il dira avec émotion « J'étais sur scène au Japon, j'ai regardé le public et j'ai pensé que j'avais réussi. » Les années 90. Là où tant d'artistes se cherchent, David affine, affirme, affine encore. Broken Heart, 1991, impose un son, une couleur, un style. Le titre « Oulala » flirte même avec les charts américains, atteignant le top 51 du Billboard Hot 100. Une performance rarissime pour un chanteur français à l'époque. Et quand Hollywood frappe à sa porte, il n'hésite pas. En 1987, il joue dans la comédie adolescente He's My Girl et en compose la bande originale.
Un flirt avec le 7e art, certes charmant, mais qui ne le détourne jamais de sa passion première. C'était une expérience amusante, mais je savais que la musique était ma maison, dira-t-il. 1999, le poids du nom. Il choisit de faire face, de collaborer avec celui dont il porte l'héritage, Johnny Hallyday. Ensemble, ils enregistrent 100%. L'album devient disque de diamant, plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Mais au-delà du succès commercial, c'est un dialogue intime entre un père et son fils. La chanson-titre, écrite par David, est aujourd'hui considérée comme l'un des bijoux du répertoire de Johnny. Écrire à mon père, c'est ma façon de dire des choses que je ne peux pas dire directement, confie-t-il au Figaro. Tout est dit. Mais David n'est pas homme à s'enfermer dans une seule case. Avec Eric Godal, il forme Blind Fish. Une formation plus brute, plus organique. Retour aux racines du rock. À ses racines à lui. Et quand il ne joue pas, il compose pour d'autres. Pour sa mère, Sylvie Vartan, avec le très dansant Chic en danse, 1986, mais aussi pour de nombreux artistes de la scène francophone, consolidant sa réputation d'auteur-compositeur aussi prolifique qu'élégant. Et puis, il y a la vitesse, le besoin de liberté, le rugissement des moteurs comme écho au tumulte intérieur. Passionné de sport automobile, David participe à l'Ultimate Cup Series. En 2022, il remporte le VAR. Une victoire qu'il savoure, les yeux brillants, comme il le confiera à Auto Hebdo. La course me donne un sentiment de liberté, comme la musique. Mais tout n'a pas été ligne droite. Derrière les disques d'or, il y a eu les soirs d'échecs. Your Power of Love, sorti en 1989 uniquement au Japon, n'atteint pas ses objectifs. Je me suis assis dans le studio, j'ai écouté le mix, et j'ai pleuré parce que je pensais avoir échoué, avouera-t-il à Voici. Et ce n'est pas la seule déception. Un projet de film, après He's My Girl, est annulé à la dernière minute. Des mois de préparation envolés et une blessure de plus. 2018. Le silence du père. Johnny est parti. Et David, une fois encore, choisit de parler avec la musique. J'ai quelque chose à vous dire devient un album hommage. Ma dernière lettre, dédiée à son père, bouleverse la France. Le disque est certifié platine. L'apogée d'une œuvre posthume, mais aussi l'écho déchirant d'un lien jamais rompu. David s'impose alors comme le gardien discret mais puissant de la mémoire. Hallyday. 2024. Nouvelle ère, même exigence. Requiem pour un fou. Son dernier album séduit un public transgénérationnel. La tournée bat des records. 2 soirées à guichet fermé au Dôme de Paris. Plus de 200 000 billets vendus. Le fils est devenu homme. L'artiste est devenu icône. Et pourtant, malgré la reconnaissance, malgré la longévité, une question reste suspendue. David Hallyday a-t-il jamais été pleinement reconnu à sa juste valeur? N'a-t-il pas, toute sa vie durant, dû prouver qu'il était plus que le fils de Johnny et Sylvie? Car s'il y a bien une constante dans son parcours, c'est cette lutte silencieuse pour l'indépendance. Une guerre intime, livrée sans fracas, sans scandale. Une carrière tissée dans l'élégance, la résilience et une fidélité rare à ses convictions artistiques. Aujourd'hui encore, il continue d'écrire, de composer, de se réinventer. Non pas pour plaire, mais pour rester vrai. David Hallyday, c'est cette voix que personne n'a vu venir et que plus personne ne peut ignorer. David Hallyday. Entre douleur, héritage et renaissance. L'histoire d'un homme qui voulait être lui-même. J'ai appris à accepter que tout ne va pas fonctionner. Cette phrase, prononcée à voix basse par David Hallyday dans une interview intime, résonne comme un écho amer dans le parcours d'un homme qui, toute sa vie, a tenté de s'émanciper d'un nom trop lourd à porter. Être fils de, ce n'est pas toujours un privilège. Dans le cas de David, c'est parfois une malédiction. À l'hiver 2007, alors que sa vie personnelle s'effondre en silence, David écrit «
père de personne. Une chanson poignante inspirée par le tumulte intérieur qu'il traverse après son divorce avec Estelle Lefébure. Ce n'est pas seulement une rupture amoureuse, c'est une déchirure identitaire. Père, mari, artiste, David vacille, tiraillé entre ses devoirs et ses doutes. Il racontera plus tard avoir rédigé les paroles en larmes, pensant à ses enfants, pris au cœur de cette tempête invisible. Mais l'univers de David ne se résume pas à la douleur familiale. Depuis ses débuts, il est la cible d'un scepticisme injuste. On dit que je suis célèbre uniquement parce que je suis leur fils. Mais moi, je veux être David, pas le fils de Johnny ou de Sylvie. Il le répétera dans les colonnes du Monde, dans un cri du cœur aussi lucide qu'amer. Ce désir de reconnaissance personnelle le pousse à se battre, souvent seul, contre les attentes, les regards et l'héritage omniprésent de ses parents. Sa quête de légitimité le conduit à repousser sans cesse ses limites. Pendant la préparation de la tournée, Requiem pour un fou, David s'investit corps et âme. 16 heures par jour du studio à la scène. L'épuisement n'est plus un risque, c'est une constante. Il y a eu des nuits où je m'écroulais à l'hôtel, en larmes, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Cette déclaration, arrachée à un moment de sincérité brutale, illustre l'exigence qu'il impose à lui-même. Lorsqu'il compose 100%, album hommage à son père, le défi devient presque insurmontable. Chaque note, chaque mot doit porter le poids de l'émotion, de l'héritage, de la vérité. Mais rien ne va de soi. L'équipe de production doute. David envoie la démo le cœur battant, redoutant un rejet qui serait plus qu'artistique, une remise en cause de sa filiation. J'ai attendu la réponse, terrifié. Confie-t-il au magazine Gala. Ce moment de fragilité en dit long sur l'homme. Derrière l'image publique, il y a un fils en quête d'amour et de reconnaissance. Et pourtant, malgré tout, David ne cède pas. Il apprend, seul, à jouer des instruments. Il construit patiemment une carrière qui, petit à petit, s'éloigne de l'ombre paternelle. Chaque échec est une leçon. Chaque succès, un cadeau. Cette phrase qu'il répète souvent résume l'essence même de sa philosophie. Ne jamais se laisser écraser, même par les plus grands fantômes. Mais s'il est un chapitre qui a définitivement marqué David, c'est celui de la succession de Johnny. En 2017, la France entière s'émeut à la mort du rocker national. Pour David, c'est un séisme. Derrière les caméras et les hommages, il y a l'intime, le chagrin d'un fils qui n'a jamais réussi à construire la relation qu'il espérait avec son père. Je l'aimais, mais nous n'avons jamais eu le temps de vraiment nous parler. Confiera-t-il à Paris Match. Le pire reste à venir. Quelques semaines après les obsèques, David découvre qu'il est exclu du testament, tout comme Laura Smet. Toute la succession est léguée à Laetitia Hallyday et à ses filles, Jade et Joy. Le coup est brutal, presque symbolique. L'argent ne m'intéresse pas, mais c'est ce sentiment de rejet qui me blesse profondément, dira-t-il aux Parisiens. Ce sentiment de trahison se transforme vite en combat juridique. Pendant plus de 2 ans, David et Laura mènent une bataille judiciaire âpre, ponctuée de révélations publiquement et de tensions médiatiques. À la barre, David ne joue pas un rôle. Il est juste un homme blessé. Je me suis retrouvé en pleurs dans cette salle d'audience. Ce n'est pas cette famille-là que je voulais, confie-t-il, la voix brisée. Même lorsque la justice statue que des accords sont trouvés, une chose est certaine. Quelque chose s'est irrémédiablement cassé. Une forme de paix revient, mais elle est froide, distante, comme un compromis forcé. David, lui, continue à avancer. Mais il n'est plus tout à fait le même. Aujourd'hui, lorsqu'il monte sur scène ou entre en studio, il ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Il chante parce qu'il en a besoin. Il écrit parce que c'est sa façon de survivre. Et quand il parle de ses enfants, ses mots deviennent plus tendres, presque lumineux. C'est peut-être là, finalement, qu'il a trouvé son salut. Dans la transmission, dans le fait de devenir un père différent, un homme plus libre. Le nom Hallyday
ne cessera jamais de le suivre. Mais David n'est plus dans la fuite. Il a fait la paix, non pas avec son passé, mais avec lui-même. Et cela, dans le tumulte de la célébrité, c'est peut-être la plus belle des victoires. Tout commence par une phrase qui serre le cœur. « Je veux juste que mon père sache que j'ai essayé pour lui ». Ces mots, prononcés en 2020, ne sont pas anodins. Ils révèlent une douleur sourde, une blessure ancienne qui ne s'est jamais refermée. Derrière l'image du chanteur discret, du fils de légende, se cache un homme en lutte permanente. Contre l'injustice, contre l'abandon, contre le silence. Car David Hallyday n'a pas seulement perdu son père Johnny, le jour de sa mort. Il a aussi perdu un fragment de lui-même. Une partie de son identité, de son histoire familiale, s'est alors brisée. Le lien rompu avec ses demi-sœurs, Jade et Joy. Après la disparition de Johnny Hallyday, la guerre d'héritage éclate. Mais pour David, au-delà des enjeux financiers et médiatiques, c'est un séisme affectif. En coupant tout contact avec Jade et Joy, ses demi-sœurs, il prend une décision qu'il qualifie lui-même d'inévitable mais regrettable. Ce geste, bien que douloureux, est le résultat d'un conflit profond, d'une fracture intime où l'amour familial se heurte à l'amertume et au non-dit. « J'espère qu'un jour nous pourrons parler, mais pas maintenant », confiait-il avec une résignation poignante. À travers ces mots, on perçoit le poids d'un héritage émotionnel plus lourd que n'importe quelle fortune. Un amour qui semblait éternel, mais qui s'est étiolé. Bien avant ces tempêtes, il y a eu la lumière. En 1989, David épouse Estelle Lefébure, mannequin éclatante, star montante du showbiz. Leur rencontre lors d'une émission télévisée fait immédiatement vibrer la presse. Leurs regards s'accrochent, les mots s'enchaînent, et très vite, la fusion est totale. Estelle dira plus tard « Nous sommes comme les deux faces d'une même pièce, indissociables. » De cette union naîtront deux filles. Ilona en 1995, puis Emma en 1997. À leur début, ils symbolisent la perfection amoureuse. Le couplement nord, admiré, envié, photographié. Mais derrière les sourires et les flashs, la pression s'installe. La célébrité, les carrières croisées, les absences répétées, tout cela érode peu à peu les fondations du couple. En 2001, le divorce est prononcé. David, anéanti, confie dans un moment rare de vulnérabilité. « Je pleure tous les soirs en pensant à mes enfants et à ce que nous avons perdu. » Et pourtant, au milieu des débris sentimentaux, une forme de dignité demeure. « Estelle est la mère de mes enfants. Je la respecterai toujours. » Une seconde chance en amour, mais pas sans épreuve. En 2002, le destin place sur sa route Alexandra Pastor. Issue d'une illustre famille monégasque, elle est créatrice de mode, discrète, réservée, à l'opposé du tumulte médiatique. Leur rencontre lors d'une soirée entre amis prend David par surprise. « Je ne pensais pas que je tomberais à nouveau amoureux, mais elle a tout changé. » Confiera-t-il des années plus tard. Le mariage a lieu le 30 juin. En octobre, leur fils Cameron vient au monde. Alexandra incarne une forme de sérénité, une ancre dans l'existence mouvementée de David. Elle lui apporte ce que ni la célébrité ni la musique ne pouvaient lui offrir. Un sentiment d'équilibre, de foyer. Mais le bonheur n'est jamais complet. En 2014, la tragédie frappe la famille Pastor. Le père d'Alexandra, Michel, meurt subitement. Pire encore, sa tante, Hélène Pastor, est assassinée dans un fête d'hiver qui choque toute la principauté. L'affaire secoue le rocher, les soupçons pleuvent. David, bien qu'étranger au fait, est brièvement interrogé. Ce moment, il ne l'oubliera jamais. « J'ai vu Alexandra souffrir et je voulais juste la protéger.